À 70 ans, elle a construit un jardin qui a uni tout le quartier. Bon retour et profiter de l'histoire. Le rire de Urez s'était évanoui il y avait 7 ans, comme un écho perdu dans les couloirs du temps. Depuis que son mari avait quitté ce monde, le silence s'était installé dans son appartement parisien. Ce genre de silence qui pesait sur sa poitrine comme un fardeau invisible. À 70 ans, ses journées se résumaient à des tasses de thé refroidies, une télévision qui scintillait dans le noir, et le gémissement discret du vieux parquet sous ses pas hésitants. Dehors, le quartier de Belleville avait changé. Les enfants ne jouaient plus dans les rues pavées. Les voisins échangeaient à peine un bonjour. La ruelle derrière son immeuble était devenue un dépotoir. Béton fissuré, verre brisé et sacs d'ordures pourrissants que personne ne se souciait de ramasser. Chaque matin, en ouvrant ses volets, Urez contemplait ce paysage urbain désolé avec un serrement de cœur. Elle se souvenait d'une époque où les gens se parlaient, où les plantes poussaient dans les interstices du béton, où la vie semblait plus lumineuse. Un matin d'avril, alors qu'elle jetait un vieux calendrier déchiré, elle s'arrêta près de la ruelle et murmura, presque pour elle-même. « Il y avait un jardin ici, quand j'étais jeune. » Une voix la fit sursauter. « Madame, n'allez pas là-bas. Vous pourriez marcher sur une seringue. » Elle se retourna et vit un adolescent avec des écouteurs, mâchant du chewing-gum et affichant un air ennuyé. Son jean déchiré et sa veste trop grande lui donnaient l'apparence de ces jeunes qui traînaient souvent au coin de la rue. Mais, dans ses yeux, Urez crut déceler quelque chose de différent, peut-être une étincelle d'inquiétude sincère. « Mais c'était beau, autrefois », répondit-elle doucement, sa voix portant les échos d'un temps révolu. L'adolescent roula des yeux et s'éloigna, ses écouteurs crachant une musique que Urez ne reconnaissait pas. Elle resta là, immobile, le vent printanier soulevant ses cheveux gris. Ses yeux scrutaient l'espace désolé, y superposant les images d'un passé coloré où les glycines grimpaient le long des murs, où les enfants cueillaient des fraises sauvages dans les recoins cachés. Cette nuit-là, Urez se tint devant le miroir de sa salle de bain et ne vit pas elle-même, mais un fantôme. Un visage marqué par les années, mais des mains encore fermes. Un dos courbé par le chagrin, mais qui la maintenait encore debout. Dans ses yeux noisettes, une flamme vacillante s'alluma soudain. « Je n'ai pas fini », chuchota-t-elle au reflet qui lui rendait son regard déterminé. « Pas encore. » Le lendemain matin, elle enfila ses vieux gants de jardinage, ceux que son mari lui avait offerts pour leur 40e anniversaire de mariage. Elle traîna une pelle rouillée de sa cave, la manipulant avec précaution comme si elle redécouvrait un ancien trésor. Le métal était froid contre sa peau, mais étrangement réconfortant. Avec une détermination renouvelée, elle sortit dans la ruelle et commença à creuser. Ce n'était pas facile. Ses genoux protestaient à chaque mouvement, une douleur sourde lui rappelant son âge. Les passants la regardaient avec curiosité, certains ralentissant leurs pas pour observer cette vieille dame qui s'acharnait sur le sol ingrat. Une femme, la cinquantaine austère et le regard désapprobateur, l'interpella avec un ton moqueur. « Qu'est-ce que vous faites, madame? Vous creusez votre propre tombe. » Urez lui sourit poliment mais continua à creuser. La terre était dure, mêlée de détritus et de pierres, mais chaque pelletée enlevée lui procurait une satisfaction nouvelle. Un sac de mauvaises herbes se transforma en 10. Elle se coupa la main sur un morceau de verre brisé, écorcha ses bras en transportant des morceaux de béton et s'effondra 2 fois d'épuisement. Personne ne l'aida. Certains secouaient la tête, murmurant des commentaires sur sa santé mentale. D'autres riaient ouvertement, appelant des amis pour montrer la vieille folle qui jardine dans les ordures. Pourtant, jour après jour, Urez revenait. Elle nettoyait, déblayait, préparait le sol. Elle apportait de petits sachets de terre depuis un magasin de jardinage à 2 rues de là, les transportant un par un dans son cabas à roulettes. Parfois, la fatigue était telle qu'elle devait s'asseoir sur le rebord d'une fenêtre, reprenant son souffle, ignorant la douleur qui irradiait dans son dos. Une semaine plus tard,
Elle avait construit son premier bac en bois, récupéré dans une benne près d'un chantier. Elle l'avait poncé, assemblé et rempli de terre. Sur le côté, elle avait gravé maladroitement avec un vieux couteau « L'espoir ». Pousse ici. Cette inscription, simple mais profonde, était comme une promesse faite à elle-même, au quartier, à la mémoire de son mari qui avait tant aimé les fleurs. Le lendemain matin, en arrivant avec un arrosoir et quelques graines, elle découvrit son œuvre vandalisée. 2 adolescents avaient pulvérisé de la peinture noire sur le bac, des graffitis grossiers recouvrant ces mots d'espoir. La peinture y coulait encore, fraîche et cruelle. Urès s'assit sur le sol à côté de son bac défiguré, couverte de terre et de découragement. Pour la première fois depuis des années, elle pleura véritablement, des sanglots profonds qui secouaient son corps frêle. « Peut-être qu'ils ont raison, murmura-t-elle, ses larmes traçant des sillons dans la poussière sur ses joues. Peut-être que les gens ne s'intéressent que plus à rien de beau. » À cet instant précis, une petite voix interrompit ses larmes. « Vous avez besoin d'aide, madame ?» Urès leva les yeux et aperçut une fillette, pas plus de 9 ans, tenant un minuscule arrosoir en plastique rose. Ses cheveux noirs étaient tressés en 2 nattes inégales, et son visage rond exprimait une curiosité sincère. « Ma grand-mère avait des fleurs. Elle me manque, » dit la petite fille en s'approchant d'un pas hésitant. Le cœur de Urès se serra devant cette innocence. Elle essuya ses larmes d'un revers de main, laissant une trace de terre sur sa joue. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle d'une voix encore tremblante. « Wéline » répondit la fillette. « J'habite là » ajouta-t-elle en pointant une fenêtre au 3e étage de l'immeuble voisin. Urès hocha lentement la tête, un sourire fragile se dessinant sur ses lèvres. « Alors, Wéline, nous allons planter des fleurs. Tu voudrais m'aider » Le visage de l'enfant s'illumina. « Oui, je peux commencer maintenant ?» Cette simple question, empreinte d'enthousiasme, ralluma quelque chose en Urès. Elle se releva, ignorant la douleur dans ses genoux, et tendit sa main à Wéline. « Maintenant est toujours le meilleur moment pour commencer un jardin. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos, comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. » On continue. Le lendemain après-midi, Wéline revint comme promis. Cette fois, elle n'était pas seule. Derrière elle se tenait un garçon un peu plus âgé, visiblement son frère, portant un seau d'eau et affichant un air dubitatif. « C'est mon frère Xavier », expliqua Wéline avec importance. « Il a dit que c'était stupide, mais je lui ai dit que vous étiez gentille. » Xavier haussa les épaules, embarrassé. « Ma mère a dit qu'on pouvait vous aider 1 heure, mais je dois surveiller ma sœur. » Urès accepta cette aide conditionnelle avec reconnaissance. Elle montra aux enfants comment nettoyer le bac vandalisé, comment poncer à nouveau le bois, pour effacer les graffitis. Pendant qu'ils travaillaient, elle leur raconta des histoires de son enfance, quand les jardins communautaires fleurissaient dans Paris, quand les voisins partageaient leurs récoltes et leurs connaissances. Xavier, d'abord silencieux et distant, commença à poser des questions. « Comment savez-vous quelle plante va où? Pourquoi mettez-vous ces cailloux au fond du bac? C'est vrai que les vers de terre sont utiles ?» Sa curiosité naturelle d'enfant de 12 ans le trahissait, révélant un intérêt qu'il tentait de dissimuler sous une façade d'indifférence adolescente. Urès répondait patiemment, lui montrant comment les racines se développent, comment l'eau circule, comment la vie trouve son chemin même dans les environnements les plus hostiles. À la fin de l'heure, le bac était prêt à accueillir de nouvelles plantations. Urès avait apporté quelques plants de tomates cerises et de basilic achetés avec sa modeste pension. « Demain, nous planterons ceci, » dit-elle aux enfants, « si vous voulez revenir. »« On reviendra, » affirma Wéline avec conviction, tandis que Xavier hochait la tête, un petit sourire aux lèvres. Le 3e jour, une surprise attendait Urès. Non seulement Wéline et Xavier étaient présents, mais 2 autres enfants du bâtiment les accompagnaient. Une petite fille aux lunettes rondes, prénommée Nofi, et son cousin Coël, qui vivait avec sa famille au rez-de-chaussée. Ils avaient entendu parler du projet jardin et voulaient participer.
Urez sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Pour la première fois depuis la mort de son mari, elle se sentait utile. Vivante. Elle guida les enfants dans la plantation des tomates et du basilic, leur apprenant à creuser des trous de la bonne profondeur, à manipuler délicatement les jeunes plants, à tasser légèrement la terre autour des racines. Ces plantes sont comme nous, expliqua-t-elle. Elles ont besoin d'attention, d'amour et de patience pour grandir. Les jours passèrent, et chaque après-midi amenait son lot de surprises. Un jour, c'était Madame Huartin du 2e étage qui apportait des graines de capucine conservées de l'année précédente. Un autre jour, c'était Monsieur Ouidal, le boulanger à la retraite, qui proposait de construire un nouveau bac avec des planches qu'il avait gardées dans sa cave. Et puis, miracle inattendu, l'adolescent qui avait un jour prévenu Urez des dangers de la ruelle se présenta, un balai à la main. Il se tenait à l'écart, observant le petit groupe qui s'activait autour des plantations. Après quelques minutes d'hésitation, il s'approcha d'Urez. « Je m'appelle Sago ?» marmonna-t-il, évitant son regard. « Je viens balayer un peu. Je ne veux pas que ma petite sœur marche sur des trucs dangereux. » Urez comprit alors que Weline était sa sœur. Elle ne fit aucun commentaire sur son changement d'attitude, se contentant de lui montrer où ranger les outils après usage. « Merci, Sago. C'est important d'avoir quelqu'un de fort pour nous aider. » Ces simples mots semblèrent toucher l'adolescent plus qu'il ne voulait l'admettre. Il revint le lendemain et le surlendemain. D'abord en marge du groupe, puis progressivement plus impliqué, suggérant des améliorations, apportant des matériaux, récupérés, mobilisant même quelques amis pour les tâches les plus lourdes. La ruelle commençait à changer. Ce n'était pas spectaculaire, pas encore, mais Urez voyait les signes. Moins de déchets, plus de visages curieux aux fenêtres, des conversations qui naissaient entre voisins qui s'ignoraient depuis des années. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, épuisée mais heureuse, son voisin de palier, M. Taupin, l'arrêta dans l'escalier. « Je vous observe depuis ma fenêtre, » dit-il avec un sourire timide. « Ce que vous faites, c'est bien. On avait oublié comment être ensemble. » Ces mots simples résonnèrent dans le cœur d'Urez comme une douce mélodie. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 7 ans, elle s'endormit sans le poids écrasant de la solitude. Qu'est-ce qui pourrait arriver à Urez et son jardin? La transformation du quartier va-t-elle vraiment continuer? L'histoire ne fait que commencer. La rumeur du jardin de la vieille dame se répandit comme une traînée de poudre dans le quartier. Des personnes que Urez n'avait jamais rencontrées s'arrêtaient pour observer, d'abord avec scepticisme, puis avec un intérêt croissant. Les enfants servaient d'ambassadeurs involontaires, racontant à leurs parents les histoires de plantes et de fleurs que la dame du jardin leur apprenait. Un matin de mai, Urez trouva une surprise à l'entrée de la ruelle. 3 sacs de terreau et une boîte de bulbes de tulipes avec une note anonyme « Pour votre jardin. Merci pour ce que vous faites. » Ce simple geste lui donna les larmes aux yeux. Le petit jardin improvisé s'étendait progressivement. 2 bacs devinrent 4, puis 6. Sago et ses amis avaient construit une structure en bois récupéré pour que les haricots grimpants puissent s'élever vers le ciel. Weline et les autres enfants avaient peint des pierres avec des couleurs vives, créant un chemin joyeux à travers l'espace. Même la femme qui s'était moquée d'Urez au début s'était adoucie. Un jour elle s'approcha, visiblement mal à l'aise. « J'ai des graines de lavande », dit-elle abruptement, tendant un petit sachet en papier. « Ma mère les cultivait à Grasse. » Urez accepta ce cadeau avec un sourire sincère. « La lavande attirera les abeilles. C'est exactement ce dont nous avons besoin. » Cette conversation, brève mais significative, marqua un tournant. Les adultes du quartier commençaient à s'impliquer activement. Une mère apporta des chaises pliantes pour que les personnes âgées puissent s'asseoir pendant qu'elle surveillait les enfants. Un père proposa de réparer la clôture qui séparait la ruelle de la rue principale. La boulangerie du coin commença à envoyer des viennoiseries pour les jardiniers du dimanche, comme il les appelait affectueusement. Puis vinrent les dons,
Des bancs récupérés, de la peinture pour égayer les murs lépreux, des livres sur le jardinage urbain et la permaculture. Quelqu'un installa même une petite bibliothèque libre, protégée des intempéries par un toit en plexiglas, où les habitants venaient échanger des romans, des magazines et des bandes dessinées. Urez observait cette transformation avec un mélange d'émerveillement et de gratitude. Ce qui avait commencé comme un acte désespéré de résistance contre la solitude et l'abandon était devenu un mouvement collectif. Un samedi matin, alors que le jardin bourdonnait d'activités, enfants plantant des graines, adolescents construisant un abri pour outils, adultes discutant autour d'un café, une voiture officielle s'arrêta à l'entrée de la ruelle. Un homme en costume en sortit, suivi d'une jeune femme prenant des notes sur une tablette. L'homme s'avança vers le groupe, observant avec incrédulité ce coin de verdure qui avait surgi au milieu du béton. Ses yeux s'attardèrent sur les tournesols qui commençaient à pointer leur tête vers le soleil, sur les plants de tomates déjà chargés de petits fruits verts, sur les pierres peintes qui formaient des mots comme paix, famille et recommencer. Il s'approcha d'Urez, qui montrait à un petit garçon comment tenir correctement une truelle. « C'est vous qui avez organisé tout ça ?» demanda-t-il avec curiosité. Urez leva les yeux, surprise par cette interruption. Elle reconnut immédiatement le maire d'arrondissement, qu'elle avait vu plusieurs fois aux informations locales. « Non », répondit-elle avec un sourire, essuyant ses mains terreuses sur son tablier. « C'est la terre qui l'a fait. Elle nous a tous réunis. » Le maire rit, un son chaleureux et authentique. « Eh bien, je pense que la terre a eu un peu d'aide. » Il lui expliqua qu'il avait entendu parler du miracle de Belleville, comme certains résidents l'appelaient. Il voulait voir par lui-même cette transformation et discuter de la possibilité de soutenir l'initiative avec des ressources municipales. « Ce que vous avez accompli ici est remarquable, » dit-il sincèrement. « Vous avez fait ce que des années de politique publique n'ont pas réussi à faire, recréer du lien social. » Urez secoua la tête, gêné par ces compliments. « Je n'ai fait que commencer. Ce sont les gens qui ont continué. » Cette semaine-là, une chaîne de télévision locale vint interviewer Urez et les habitants du quartier impliqués dans le projet. Le reportage, diffusé un dimanche matin, s'intitulait « Le jardin qui a réuni notre communauté ». On y voyait Urez montrant aux enfants comment repiquer des plants de salade, Sago expliquant le système d'irrigation qu'il avait conçu avec des matériaux recyclés, des voisins de tous âges partageant un repas communautaire au milieu des fleurs. Après la diffusion, le téléphone d'Urez, silencieux depuis si longtemps, ne cessa de sonner. Des femmes âgées appelaient en pleurant, émues par cette renaissance. Des jeunes proposaient leur aide bénévole. Des dons affluaient, semences, outils, matériaux de construction. Un mois plus tard, la transformation était spectaculaire. La ruelle était devenue méconnaissable. Des treillis couverts de clématites et de jasmin parfumaient l'air. Des bacs débordant de légumes et d'herbes aromatiques s'alignaient le long des murs désormais décorés de fresques colorées. Un petit bassin abritait des nénuphars et quelques poissons rouges, faisant la joie des enfants. Des bancs et des tables permettaient aux habitants de se retrouver, de discuter, de partager. Une voisine, qui n'avait pas adressé la parole à Urez depuis plus d'une décennie, s'approcha d'elle un soir, tremblante d'émotion. « Je suis désolée de ne jamais vous avoir aidé, » dit-elle, la voix brisée. « J'étais trop occupée à survivre. » Urez lui prit la main avec douceur. « Nous l'étions tous, mais maintenant nous vivons. » Ces mots simples résumaient parfaitement la transformation qui s'était opérée non seulement dans l'espace physique, mais aussi dans les cœurs et les esprits des habitants. As-tu déjà vécu une expérience où un petit geste a transformé une communauté? Raconte-nous dans les commentaires. À mesure que l'été avançait, le jardin prenait de l'ampleur et de la maturité. Les plants de tomates ployaient sous le poids de fruits rouges et juteux. Les aubergines et les courgettes prospéraient dans leurs bacs. Les herbes aromatiques parfumaient l'air dès qu'on les frôlait. Mais plus importante encore était la
transformation des relations humaines. Des personnes qui ne s'étaient jamais parlé partageaient maintenant des recettes, échangeaient des conseils, s'entraidaient pour des tâches quotidiennes. Les enfants du quartier, autrefois collés à leurs écrans, passaient des heures à explorer le monde vivant du jardin, sous l'œil bienveillant d'Urez et d'autres adultes. Un système informel de garde partagée s'était mis en place. Les parents pouvaient laisser leurs enfants jouer au jardin, sachant qu'ils seraient surveillés par la communauté. Les personnes âgées, souvent isolées, trouvaient dans cet espace un lieu de socialisation et d'utilité. Elles transmettaient leur savoir aux plus jeunes, racontaient l'histoire du quartier, partageaient des compétences oubliées. Même les commerçants locaux s'étaient impliqués. Le café, à l'angle de la rue, organisait des soirées jardinage et poésie, où les habitants lisaient des textes inspirés par leur expérience collective. L'épicier donnait ses invendus pour le compost communautaire. Le fleuriste proposait des boutures et des conseils professionnels. Un jour d'août, alors que la chaleur estivale écrasait Paris, un événement inattendu vint perturber cette harmonie. Une délégation d'hommes en costume, accompagnée d'un géomètre, investit le jardin. Leur chef, un promoteur immobilier, à l'allure sévère, annonça sans préambule que le terrain appartenait à sa société et qu'il prévoyait d'y construire un parking privé. « Ce terrain est en friche depuis des années », expliqua-t-il froidement. « Nous avons acquis les droits il y a 3 mois. Les travaux commenceront la semaine prochaine. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les habitants se rassemblèrent dans le jardin, consternés et en colère. Comment pouvait-on détruire ce qu'ils avaient créé avec tant d'amour et d'effort? Urez, assise sur son banc habituel, observait la scène avec un mélange de tristesse et de résignation. Avait-elle été naïve de croire que leur petit paradis pourrait durer? Elle avait vu trop de changements dans sa vie pour être vraiment surprise par ce retournement de situation. Alors que les adultes argumentaient avec le promoteur, citant l'importance sociale et environnementale du jardin, Sago s'approcha d'Urez et s'assit à côté d'elle. « On ne va pas les laisser faire, dit-il avec une détermination tranquille. Ce jardin, c'est plus qu'un jardin, c'est notre maison à tous. » Urez lui sourit faiblement. « Parfois, Sago, le monde avance d'une manière que nous ne pouvons pas contrôler. » L'adolescent secoua la tête, refusant cette résignation. « Vous nous avez appris que même les plus petites graines peuvent briser le béton si on leur donne une chance. On va se battre. » Et c'est exactement ce qu'ils firent. Cette nuit-là, une réunion d'urgence fut organisée dans la cour de l'immeuble. Des dizaines d'habitants se rassemblèrent, proposant des solutions, élaborant des stratégies. Certains suggéraient une occupation permanente du jardin. D'autres parlaient de pétitions, de médiatisation, de recours légaux. À la surprise générale, ce fut Weline, la petite fille qui avait été la première à aider Urez, qui proposa l'idée la plus audacieuse. « Et si on invitait le promoteur à dîner dans le jardin ?» dit-elle de sa voix claire, « pour qu'il voie ce qu'il veut détruire ?» Un silence accueillit cette proposition, puis quelques rires nerveux. Mais Urez, qui était restée silencieuse jusque-là, se redressa. « L'idée de Weline est excellente, » dit-elle avec conviction. « Notre force n'est pas dans la confrontation, mais dans notre communauté. » Le plan fut adopté. Des invitations furent envoyées non seulement aux promoteurs, mais aussi aux maires, aux conseillers municipaux, aux journalistes locaux. Pendant 3 jours, le quartier se mobilisa comme jamais. Chacun apportait ce qu'il pouvait. De la nourriture, des décorations, des talents musicaux, des histoires à partager. Le soir du dîner arriva et le jardin n'avait jamais été aussi beau. Des guirlandes lumineuses scintillaient entre les arbres. Des tables couvertes de nappes colorées accueillaient des plats préparés avec les légumes du jardin. L'air embaumait de thym et de lavande. De la musique s'élevait doucement. Un violoncelliste du quartier, accompagné par un joueur de oud récemment arrivé de Syrie. Le promoteur arriva, visiblement mal à l'aise dans cette ambiance festive. Urez l'accueillit personnellement, lui offrant un bouquet de fleurs cueillies le matin même. « Bienvenue dans notre jardin, » dit-elle simplement. « Nous voulions vous montrer ce que cet espace signifie pour nous. »
Au cours de la soirée, les habitants se succédèrent pour raconter comment le jardin avait changé leur vie. Une mère célibataire expliqua comment les légumes cultivés ici avaient allégé son budget alimentaire. Un homme âgé confia que les après-midi passés au jardin l'avaient aidé à combattre sa dépression. Sago parla de sa transformation personnelle, de comment le respect gagné ici l'avait détourné d'un chemin potentiellement destructeur. Le maire, présent avec son équipe, prit la parole pour souligner l'importance des initiatives citoyennes dans la revitalisation urbaine. Il annonça que la municipalité étudiait la possibilité de créer un programme inspiré du modèle Belleville dans d'autres quartiers. Tout au long du repas, le promoteur resta silencieux, écoutant, observant. Quand vint son tour de parler, tous retinrent leur souffle. « J'ai passé ma carrière à construire des structures de béton et d'acier », commença-t-il lentement. « Je pensais créer de la valeur. Mais ce soir, j'ai vu une autre forme de valeur que je n'avais pas considérée. » Il marqua une pause, parcourant l'assemblée du regard. « Mon projet de parking peut s'adapter. Il existe d'autres terrains. Ce jardin restera. Qu'est-ce qu'il attend maintenant ? Le jardin va-t-il survivre aux autres défis qui se présentent ? » L'annonce du promoteur fut accueillie par un silence stupéfait, puis par une explosion de joie, des applaudissements, des cris, des embrassades spontanées. Urez, assise au bout de la table, sentit des larmes couler sur ses joues sans qu'elle puisse les retenir. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, comme celles qui l'avaient accompagnée depuis la mort de son mari, mais des larmes de bonheur pur, cristallin. Dans les jours qui suivirent, l'histoire du jardin sauvé fit le tour des médias. Des journalistes venaient interviewer les habitants, photographier cet espace vert improbable au cœur du béton. Des urbanistes, des sociologues, des écologistes s'y intéressèrent, voyant dans cette expérience un modèle potentiel pour repenser la vie urbaine. Mais avec cette notoriété soudaine vinrent de nouveaux défis. Le jardin attirait désormais des visiteurs de tout Paris, parfois même des touristes guidés par des applications recommandant les lieux insolites de la capitale. Certains habitants commençaient à s'inquiéter de cette affluence, craignant pour l'intimité de leur petit paradis et pour la préservation des plantes encore fragiles. Une réunion fut organisée pour discuter de cette situation. Les avis étaient se partager. Certains voyaient dans cette popularité une opportunité d'étendre leur influence, de partager leur expérience avec d'autres quartiers. D'autres redoutaient que l'âme du projet ne se perde dans cette exposition médiatique. Urez, qui avait gardé le silence pendant la majeure partie des discussions, prit finalement la parole. « Ce jardin n'a jamais été destiné à rester secret, » dit-elle doucement. « Il est né d'un besoin de connexion. Pas d'isolation, mais nous devons trouver un équilibre. » Sa sagesse simple résonna auprès des habitants. Ils décidèrent collectivement d'organiser des visites guidées à des horaires précis, permettant aux curieux de découvrir leur initiative, tout en préservant des moments de tranquillité pour la communauté. Ils mirent également en place un système de jardinage participatif, invitant les visiteurs à contribuer au projet plutôt que de simplement observer. Cette solution créative transforma ce qui aurait pu être un problème en une nouvelle opportunité d'expansion. Des habitants d'autres quartiers, inspirés par ce qu'ils voyaient, commencèrent à demander des conseils pour reproduire l'expérience. Chez eux, des écoles organisaient des sorties pédagogiques amenant des enfants découvrir ce miracle urbain et apprendre les bases du jardinage écologique. Un jour d'automne, alors que les feuilles des arbres se teintaient d'or et de rouge, Urez reçut une lettre officielle. La municipalité de Paris souhaitait lui remettre une médaille d'honneur citoyenne lors d'une cérémonie au Conseil de Paris. La lettre mentionnait l'impact remarquable et inspirant de son initiative sur la vie communautaire et l'environnement urbain. Urez relut la lettre plusieurs fois, partagée entre fierté et embarras. Elle n'avait jamais recherché la reconnaissance ou les honneurs,
Elle avait simplement voulu retrouver un peu de la beauté et de la connexion humaine qu'elle avait connue dans sa jeunesse. Quand elle partagea la nouvelle avec les habitants lors de leur repas communautaire hebdomadaire, un débat animé s'ensuivit. Tout le monde s'accordait sur le fait qu'Urez méritait cette reconnaissance, mais certains, comme Sago, exprimaient des réserves sur l'institutionnalisation de leur mouvement. « Si la mairie s'implique trop, on va perdre notre liberté », argumentait-il. « Ils vont vouloir tout réglementer, tout contrôler. » Xavier, le frère de Weline, maintenant adolescent et devenu un jardinier passionné, avait un avis différent. La reconnaissance officielle pourrait nous aider à obtenir plus de ressources, plus de protection, dit-il. Et ça pourrait inspirer d'autres jardins comme le nôtre. Urès écoutait ces discussions avec un sourire discret. Ces jeunes qui débattaient avec passion de l'avenir du jardin étaient la preuve vivante que son rêve initial avait réussi au-delà de ses espérances. Ce n'était plus son jardin, c'était le leur. Un espace où chacun avait voix au chapitre, où les décisions étaient prises collectivement, où les générations se respectaient mutuellement. Finalement, elle accepta la médaille, à condition que la cérémonie ait lieu dans le jardin même, et que tous les habitants impliqués soient également reconnus. La mairie accepta ces conditions, comprenant la symbolique forte de cette demande. Le jour de la cérémonie arriva sous un soleil d'automne doux et doré. Le jardin avait été décoré pour l'occasion, mais sans ostentation. Quelques guirlandes de feuilles d'automne, des citrouilles sculptées par les enfants, des lanternes artisanales suspendues aux branches des jeunes arbres. Le maire, accompagné de son équipe et de journalistes, arriva à l'heure prévue. Il semblait sincèrement impressionné par la transformation de ce qui avait été une ruelle sordide en un espace vibrant de vie et de couleurs. Dans son discours, il souligna comment une simple initiative citoyenne avait réussi là où des politiques publiques coûteuses avaient échoué, recréer du lien social authentique dans un quartier urbain. Il évoqua les plans de la municipalité pour soutenir des projets similaires dans d'autres arrondissements, s'inspirant directement de l'expérience de Belleville. Puis vint le moment pour Urez de recevoir sa médaille. Lorsque le maire l'appela, elle se leva lentement, aidée par Sago. À 71 ans, ses articulations la faisaient souffrir davantage à l'approche de l'hiver, mais son esprit restait vif et déterminé. Arrivée devant le micro, elle regarda l'assemblée, voisins devenus amis, enfants qu'elle avait vus grandir, journalistes attentifs, et sentit une émotion intense l'envahir. Elle avait préparé un discours, mais les mots semblaient soudains, inadéquats, face à la réalité de ce qu'ils avaient accompli ensemble. « Il y a un an, commença-t-elle d'une voix légèrement tremblante, j'étais une vieille dame seule qui parlait au mur de son appartement. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, entourée d'une famille que je n'ai pas mise au monde, mais que la vie m'a offerte. » Elle fit une pause, cherchant ses mots. « Ce jardin n'est pas mon œuvre, c'est notre œuvre à tous. Chaque plante qui y pousse porte l'empreinte de vos mains. Chaque fleur s'épanouit grâce à votre attention. Ce que nous avons créé ici dépasse le simple aménagement d'un espace vert. Nous avons cultivé quelque chose de plus précieux encore, la confiance, l'entraide, l'espoir. » Des applaudissements spontanés interrompirent son discours. Des larmes brillaient dans les yeux de nombreux habitants. Même les journalistes, pourtant habitués à conserver une distance professionnelle, semblaient touchés. « Cette médaille n'est pas la mienne, » continua Urès en la tenant devant elle. « Elle appartient à chacun d'entre vous. À Weline, qui fut la première à croire en ce rêve fou. À Sago, qui a transformé sa colère en créativité, à tous ceux qui ont donné ne serait-ce qu'une heure de leur temps, une poignée de graines, ou simplement un sourire d'encouragement. » Elle désigna le jardin qui les entourait. « Regardez ce que nous avons accompli ensemble. Dans ce monde qui nous pousse à l'isolement, nous avons choisi la communauté. Dans cette ville de béton, nous avons fait pousser la vie. Et surtout, dans ce quartier où les gens avaient cessé de se parler, nous avons réappris à nous écouter, à nous voir vraiment. » Sa voix se fit plus forte, plus assurée. « Ce jardin est une preuve vivante que le changement est possible, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour reconstruire, pour créer de la beauté là où il n'y avait que désolation.
Elle conclut en tendant la médaille au maire. « Je vous demande de ne pas accrocher cette médaille dans une vitrine à la mairie. Placez-la ici, dans notre jardin, pour qu'elle nous rappelle à tous que les plus grandes transformations commencent par les plus petits gestes. » Le maire, visiblement ému, acquiesça à cette demande inhabituelle. Il fixa la médaille sur une petite plaque en bois que Xavier avait fabriquée pour l'occasion, et ensemble, ils l'installèrent à l'entrée du jardin. L'inscription disait simplement « En l'honneur d'Urez, qui nous a rappelé comment grandir ensemble ». La cérémonie se transforma naturellement en une fête de quartier joyeuse et décontractée. Des tables furent dressées, chargées de plats préparés par les habitants. La musique s'éleva, un mélange éclectique reflétant la diversité culturelle du quartier. Des enfants couraient entre les bacs poursuivant des papillons d'automne. Des personnes âgées racontaient des histoires du vieux Paris à un auditoire attentif de jeunes adultes. Va-t-elle continuer à transformer d'autres espaces? Et quelle sera la suite pour cette nouvelle communauté? L'hiver qui suivit fut particulièrement rude à Paris. Des tempêtes de neige inhabituelles s'abattirent sur la capitale, recouvrant le jardin d'un manteau blanc. Mais contrairement aux années précédentes, où Urez aurait affronté cette saison seul, dans son appartement, un réseau d'entraide naturelle s'était mis en place. Chaque matin, Sago ou Xavier passaient déblayer la neige devant sa porte. Madame Huartin lui apportait régulièrement une soupe chaude ou un ragoût préparé avec les légumes conservés de l'été. Les enfants venaient lui rendre visite, lui lisant des histoires ou lui racontant leurs aventures scolaires. Le jardin, bien que majoritairement en dormance, n'était pas abandonné. Urez avait organisé des ateliers pour apprendre aux habitants comment protéger les plantes pérennes, comment préparer le sol pour le printemps, comment attirer les oiseaux d'hiver avec des mangeoires artisanales. Une serre modeste avait été construite grâce à des fenêtres récupérées et des bâches transparentes. À l'intérieur, quelques légumes d'hiver et des herbes aromatiques continuaient de pousser, permettant aux ateliers de jardinage de se poursuivre même par temps froid. Ce lieu chauffé par le soleil était devenu un refuge apprécié, où les habitants venaient boire un thé, échanger des nouvelles, planifier la saison à venir. Un jour de janvier, alors que la neige tombait doucement dehors, Urez reçut une visite inattendue. Une délégation venue d'un quartier défavorisé de la banlieue nord de Paris souhaitait la rencontrer. Ils avaient entendu parler du « miracle » de Belleville et voulaient reproduire l'expérience dans leur propre communauté. « Nous avons un terrain vague près de notre immeuble », expliqua une femme d'une quarantaine d'années, les yeux brillants d'espoir. « Mais nous ne savons pas par où commencer. Nous avons pensé que vous pourriez nous conseiller. » Urez les accueillit chaleureusement, touchée par leur démarche. Elle leur raconta en détail les débuts difficiles du jardin, les obstacles rencontrés, les solutions trouvées. Elle insista sur l'importance de l'inclusion, de la patience, de la célébration des petites victoires. « Le secret n'est pas dans les techniques de jardinage », conclut-elle. « Il est dans la façon dont vous construisez la communauté autour du projet. » Cette visite fut la première d'une longue série. Au fil des semaines, des représentants d'autres quartiers, d'associations, d'écoles vinrent chercher inspiration et conseils. Urez se retrouva dans un rôle qu'elle n'avait jamais imaginé, celui de mentor, de guide pour d'autres initiatives citoyennes. Un jour, alors qu'elle expliquait pour la énième fois comment ils avaient transformé la ruelle abandonnée, une idée germa dans son esprit. Pourquoi ne pas formaliser ce partage d'expériences, créer une sorte de réseau d'entraide entre les différents jardins communautaires de la région parisienne? Elle partagea cette réflexion lors du dîner communautaire suivant. L'idée fut accueillie avec enthousiasme, particulièrement par les plus jeunes. Sago, qui avait récemment commencé des études en développement durable, proposa de créer une plateforme numérique pour faciliter les échanges. Xavier, passionné d'artisanat, suggéra d'organiser des ateliers pratiques où les différentes communautés pourraient partager leur savoir-faire spécifique.
Ainsi naquit le réseau des jardins solidaires, une initiative qui allait bien au-delà du simple partage de techniques de jardinage. Il s'agissait d'échanger des expériences sur la gouvernance participative, la résolution de conflits, l'inclusion des populations marginalisées, la récupération et la transformation de matériaux et bien d'autres aspects de la vie communautaire. Le printemps arriva, apportant avec lui un regain d'énergie et de nouvelles possibilités. Le jardin de Belleville s'éveilla dans une explosion de couleurs et de parfums. Des jonquilles et des crocus, plantés à l'automne, percèrent la terre encore froide. Les arbres fruitiers se couvraient de bourgeons prometteurs. Les abeilles, attirées par les premières fleurs, bourdonnaient joyeusement dans l'air tiède. Pour Urez, ce réveil printanier avait une saveur particulière. On s'était écoulé depuis qu'elle avait posé sa pelle sur ce sol ingrat, avec pour seule compagnie sa détermination obstinée. Aujourd'hui, elle contemplait non seulement un jardin florissant, mais une communauté revigorée, des amitiés solides, des projets partagés. Un matin d'avril, alors qu'elle s'occupait de ses plants de tomates dans la serre, elle entendit des voix excitées à l'extérieur. Intriguée, elle sortit pour découvrir un groupe d'enfants rassemblés autour de Wéline, maintenant âgée de 10 ans, qui tenait quelque chose dans ses mains. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Urès, avec un sourire. Wéline s'approcha, les yeux brillants, et ouvrit délicatement ses mains. Dans sa paume reposait un petit oiseau au plumage bleu vif, un rouge-gorge bleu, espèce rare, en milieu urbain. « Il est tombé du nid », expliqua Wéline. « Je l'ai trouvé près des rosiers. » Urez s'agenouilla pour examiner l'oisillon, ignorant la douleur dans ses articulations. Il semblait effrayé, mais pas blessé. « Le nid doit être dans les branches. »« Du cerisier, dit-elle. Nous devrions essayer de l'y remettre. » Ce simple incident se transforma en une leçon improvisée sur la faune urbaine. Sago fut appelé pour grimper à l'arbre et localiser le nid. Xavier construisit rapidement un petit panier pour y déposer l'oisillon en toute sécurité. Les enfants observaient, posèrent des questions, apprenaient l'importance de respecter la vie sauvage, même en ville. Une fois l'oisillon en sécurité dans son nid, les enfants décidèrent spontanément de créer un coin nature sauvage, dans un angle du jardin, un espace délibérément moins entretenu, avec des tas de branches et de feuilles mortes pour abriter insectes et petits animaux, des plantes locales pour attirer papillons et oiseaux. Cette initiative reflétait parfaitement l'évolution du projet. Ce qui avait commencé comme un simple jardin potager et ornemental s'était transformé en un véritable écosystème urbain, où la biodiversité retrouvait sa place, où les cycles naturels étaient respectés et célébrés. Quel défi va maintenant se présenter à elle? Pourra-t-elle continuer à inspirer les autres? Un après-midi de mai, alors que le jardin bourdonnait d'activités, des enfants plantant des graines de tournesol, des adolescents installant un système de récupération d'eau de pluie, des adultes préparant les bacs pour les plantations d'été. Un visiteur inattendu franchit le portail désormais orné de clématites en fleurs. Un homme élégant, la soixantaine distinguée, portant un costume sobre, mais visiblement coûteux, s'avança lentement, observant chaque détail avec une attention particulière. Ses yeux d'un bleu gris pâle s'attardèrent sur les installations ingénieuses, sur l'harmonie apparente entre les générations, sur la diversité des plantes et des personnes qui cohabitaient dans cet espace. Urez, qui montrait à un groupe d'enfants comment repiquer des plants de laitue, remarqua sa présence. Quelque chose dans sa posture, dans sa façon d'observer, éveilla un lointain souvenir. Elle s'excusa auprès des enfants et s'approcha du visiteur. « Bienvenue dans notre jardin, » dit-elle avec son sourire habituel. « Je peux vous aider ?» L'homme se tourna vers elle, et pendant un instant, son visage resta impassible. Puis, lentement, comme une aube qui se lève, un sourire illumina ses traits. « Urez, » dit-il doucement. « Je me demandais si tu me reconnaîtrais. » Elle plissa les yeux, cherchant dans ses souvenirs. Cette voix, elle connaissait cette voix, mais d'où? Puis, soudain, la réalisation la frappa. « Victor » murmura-t-elle, incrédule. « Victor Huoro ?»
Il acquiesça, son sourire s'élargissant davantage. Cela fait longtemps. Longtemps était un euphémisme. Cela faisait plus de 40 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Victor avait été son ami d'enfance, son premier amour peut-être, avant que la vie ne les sépare. Lui, parti étudier à l'étranger, elle, restée à Paris pour s'occuper de sa mère malade. Des lettres échangées pendant quelques années, puis le silence, la vie qui continue, sur des chemins divergents. « J'ai vu un reportage sur ce jardin à la télévision », expliqua-t-il. « Je n'ai pas reconnu ton nom immédiatement. Tu t'es marié, bien sûr, mais quand j'ai vu ton visage, j'ai su que c'était toi. » Urez l'invita à s'asseoir sur un banc à l'ombre d'un jeune érable. Il lui raconta sa vie, une carrière dans la diplomatie, des années passées à l'étranger, un mariage qui n'avait pas duré, des enfants maintenant adultes vivant aux quatre coins du monde. Il était revenu en France depuis peu, prenant une retraite anticipée pour se consacrer à l'écriture. « Et toi ?» demanda-t-il finalement. « Je vois que tu as créé quelque chose d'extraordinaire ici. Mais avant ça, elle lui parla de son mariage avec Pierre, un homme bon et doux qu'elle avait profondément aimé, de leur vie simple mais heureuse, de l'absence d'enfants, ce chagrin qu'ils avaient appris à porter ensemble, de la maladie qui avait emporté Pierre, lentement, inexorablement, des années de solitude qui avaient suivi. Et puis un jour, j'ai décidé de planter quelques graines, conclut-elle avec un sourire serein, désignant le jardin florissant qui les entourait. Je ne m'attendais pas à tout ça. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Wéline, qui tirait Urez par la manche. « Madame Urez, venez voir, les framboises commencent à mûrir. » Urez s'excusa auprès de Victor et suivit la fillette enthousiaste. Il les regarda s'éloigner, notant la tendresse dans les gestes d'Urez, la confiance dans l'attitude de l'enfant. Il revint le lendemain, puis le surlendemain. À chaque visite, il découvrait un nouvel aspect du jardin, une nouvelle facette de cette communauté que son ami d'enfance avait contribué à créer. Il observait, posait des questions, prenait des notes dans un petit carnet qu'il gardait toujours sur lui. Un jour, il annonça à Urez qu'il souhaitait écrire un livre sur l'expérience du jardin de Belleville. Pas un simple reportage, mais une réflexion plus profonde sur la renaissance communautaire, sur la possibilité de recréer du lien social dans les déserts émotionnels des grandes villes. « Ton histoire mérite d'être racontée, » dit-il avec conviction. « Elle pourrait inspirer d'autres initiatives similaires, pas seulement en France, mais partout dans le monde. » Urez était réticente. Elle n'avait jamais recherché la célébrité ou la reconnaissance. Elle craignait que trop d'attention ne dénature l'authenticité de leur démarche. Mais Victor la rassura. Il ne s'agissait pas de la mettre en avant personnellement, mais de documenter un processus collectif, de capturer l'alchimie qui avait transformé un espace abandonné en un lieu de vie et de partage. Finalement, elle accepta, à condition que tous les habitants impliqués dans le projet soient consultés et que les bénéfices éventuels du livre soient reversés au réseau des jardins solidaires qu'ils avaient récemment créé. Au cours des semaines suivantes, Victor devint une présence familière dans le jardin. Les enfants l'adoraient. Il avait toujours une histoire à raconter, souvent inspirée de ses voyages à travers le monde. Les adolescents appréciaient son écoute attentive, sans jugement. Les adultes le respectaient pour son intelligence et sa simplicité, malgré son éducation prestigieuse et sa carrière internationale. Naturellement, il se rapprocha d'Urez. Leurs conversations, d'abord centrées sur le jardin et son histoire, dérivèrent vers des sujets plus personnels, plus intimes. Ils redécouvraient leur personnalité, si différentes maintenant de celles qu'ils avaient connues dans leur jeunesse, pourtant étrangement familières dans leurs essences. Le temps avait transformé l'attraction adolescente qu'ils avaient ressentie l'un pour l'autre en quelque chose de plus profond, de plus nuancé. Une complicité intellectuelle, une tendresse paisible, une reconnaissance mutuelle de leur parcours de vie, avec leurs joies et leurs blessures. Un soir d'été, alors qu'ils étaient assis sur le banc qui était devenu tacitement le leur, regardant le soleil se coucher sur les toits de Paris,
Victor prit doucement la main d'Urez dans la sienne. « Je me demande parfois, dit-il et voix basse, ce qui se serait passé si j'étais resté. » Urez serra légèrement sa main, sentant la chaleur de sa paume contre la sienne. « Nous ne pouvons pas changer le passé, Victor, et je ne suis pas sûr que je le voudrais. Nos chemins nous ont conduits exactement où nous devions être. » Il hocha la tête, comprenant la sagesse dans ses paroles. « Et maintenant? Où mènent nos chemins à présent ?» Elle sourit, regardant le jardin qui s'assombrissait doucement, les lanternes solaires s'allumant une à une comme des lucioles artificielles. Peut-être qu'ils se rejoignent enfin. Mais où tout ce chemin va-t-il? Les mener, découvrir la suite de cette histoire captivante. L'été s'écoula dans une douce routine, rythmée par les soins au jardin, les repas communautaires, les ateliers pédagogiques et les moments privés partagés entre Urez et Victor. Leur relation évoluait avec la délicatesse des plantes qu'ils cultivaient ensemble, lentement, naturellement, sans forcer. Victor avançait dans l'écriture de son livre, recueillant des témoignages, documentant les transformations physiques et sociales du quartier, analysant les mécanismes qui avaient permis cette renaissance communautaire. Il passait des heures à interviewer les habitants, à observer les interactions, à comprendre les dynamiques invisibles qui faisaient le succès du projet. Un matin de septembre, alors qu'Urez et lui aidaient à la récolte de tomates particulièrement abondante cette année-là, il lui fit une proposition inattendue. « Je dois retourner à Genève la semaine prochaine », dit-il tout en déposant soigneusement une tomate rouge dans son panier. « Pour finaliser la vente de mon appartement là-bas, je me demandais si tu accepterais de m'accompagner. » Urez s'arrêta net dans son geste, surprise par cette invitation. Elle n'avait pas quitté Paris depuis des années. L'idée de voyager, de découvrir une nouvelle ville, de partager cette expérience avec Victor, était à la fois excitante et intimidante. « Je ne sais pas, » hésita-t-elle. « Qui s'occupera du jardin pendant mon absence ?» Victor sourit tendrement. « Urez, regarde autour de toi. Ce jardin ne dépend plus uniquement de toi. Il vit par lui-même maintenant, grâce à tous ces gens qui y participent. » Il avait raison, bien sûr. Le jardin était devenu un organisme autonome, avec ses propres mécanismes de gouvernance, ses rituels établis, ses responsabilités partagées. Sago coordonnait les travaux plus techniques. Xavier gérait le calendrier des plantations. Plusieurs maires du quartier organisaient à tour de rôle les activités pour les enfants. « Tu as planté les graines, » continua Victor. « Elles ont germé, elles ont poussé. Maintenant, tu peux t'autoriser à vivre aussi pour toi-même, pas seulement pour les autres. » Ces mots touchèrent Urez profondément. Depuis combien de temps n'avait-elle pas fait quelque chose uniquement pour elle? Depuis la mort de Kier, sa vie avait été définie par le deuil, puis par le service aux autres à travers le jardin. « D'accord, » dit-elle finalement, un petit sourire aux lèvres. « Je viendrai avec toi. » La semaine suivante fut consacrée aux préparatifs. Urez n'avait pas voyagé depuis si longtemps qu'elle dut faire renouveler son passeport en urgence. Elle s'inquiétait de 1000 détails. Quels vêtements emporter? Comment prendre ses médicaments? Qui nourrirait le chat errant qu'elle avait recueilli? La communauté du jardin, loin d'être perturbée par son absence annoncée, l'encourageait avec enthousiasme. Wéline lui fit un dessin de la Suisse, avec des montagnes disproportionnées et un nombre improbable de vaches. Sago lui promit de lui envoyer des photos quotidiennes du jardin pour la rassurer. Madame Huartin se chargea de son chat. Le jour du départ arriva, lumineux et frais, comme seul septembre sait les offrir. Urez embrassa tout le monde, fit 1000 recommandations que personne n'écoutait vraiment, puis monta dans le taxi où Victor l'attendait, valise déjà chargée. Alors que le véhicule s'éloignait, elle se retourna pour regarder une dernière fois le jardin, le portail de bois peint en bleu ciel, les tournesols qui dominaient les bacs de leurs têtes dorées, les enfants qui lui faisaient de grands signes de la main. Une boule se forma dans sa gorge, non pas de tristesse, mais d'une gratitude si intense qu'elle en était presque douloureuse. Le voyage à Genève fut une révélation.
Urez découvrit le plaisir de l'exploration, l'excitation, de se perdre dans des rues inconnues, la joie simple de partager un repas dans un restaurant étranger. Victor était un guide attentionné, adaptant le rythme à ses capacités, s'arrêtant souvent pour qu'elle puisse se reposer, choisissant des itinéraires qui ménageaient ses genoux vieillissants. Ils visitèrent le lac Léman, admirèrent le jet d'eau, se promenèrent dans les jardins botaniques. Mais ce qu'Urez préféra fut leur exploration des jardins communautaires locaux, différents de celui de Belleville, mais animés du même esprit de partage et d'entraide. Un soir, assis sur la terrasse de l'appartement que Victor s'apprêtait à vendre, contemplant les lumières de la ville qui se reflétaient dans le lac, il lui posa une question qui la prit au dépourvu. « Si je trouvais un appartement à Paris, près de Belleville, accepterais-tu que nous essayions de construire quelque chose ensemble ?» La question était prudente, respectueuse de son autonomie et de son histoire. Il ne lui proposait pas de bouleverser sa vie, simplement d'y ajouter sa présence, d'enrichir ce qu'elle avait déjà construit. Urez prit le temps de réfléchir, sentant le poids de cette décision. À son âge, après des années de solitude, l'idée d'ouvrir à nouveau son cœur, de partager son intimité, était à la fois séduisante et effrayante. « Je crois, » répondit-elle finalement, « que j'aimerais beaucoup cela. » Simple, direct, sincère, comme tout ce qu'ils avaient partagé jusqu'alors. Ils rentrèrent à Paris une semaine plus tard, transformés par cette parenthèse suisse. Urez se sentait rajeuni, comme si le simple fait d'avoir changé d'air, d'avoir vu de nouveaux horizons, avait insufflé une énergie nouvelle dans son corps fatigué. Victor, quant à lui, semblait plus déterminé que jamais, jonglant entre la finalisation de son manuscrit et la recherche d'un appartement dans le quartier. Les retrouvailles avec la communauté du jardin furent chaleureuses. Les enfants se précipitèrent vers Urez dès qu'elle franchit le portail bleu, l'assaillant de questions sur son voyage, lui montrant fièrement ce qu'ils avaient accompli pendant son absence. Sago, avec une discrétion qui lui ressemblait, lui glissa à l'oreille: « Tout a bien fonctionné. Vous nous avez manqué, mais nous nous sommes débrouillés. » Cette phrase simple contenait une vérité profonde que Urez saisit immédiatement. Le jardin pouvait désormais vivre sans elle. Cette réalisation, loin de la blesser, la libéra. Elle avait créé quelque chose qui la dépassait, qui continuerait, après elle, qui portait son empreinte sans pour autant dépendre de sa présence constante. L'automne passa, puis l'hiver. Victor trouva un appartement à 2 rues de celui d'Urez, assez proche pour se voir quotidiennement, assez loin pour préserver leur indépendance. Son livre avançait bien, les premiers retours de son éditeur étaient enthousiastes. Le jardin entrait dans son cycle de repos hivernal, mais l'activité sociale ne ralentissait pas. La serre était devenue un lieu de rencontre prisé, où se déroulaient des ateliers, des réunions, des moments de partage, autour d'un thé chaud. Une section avait été aménagée spécialement pour les personnes âgées du quartier, avec des bacs surélevés qui permettaient de jardiner sans avoir à se pencher, des sièges confortables, des outils adaptés. Le réseau des jardins solidaires s'étendait progressivement, reliant désormais une dizaine d'initiatives similaires à travers Paris et sa banlieue. Des échanges réguliers permettaient de partager expériences, graines, plans et techniques. Des journées portes ouvertes étaient organisées, attirant un public de plus en plus large. Un matin de printemps, alors que la vie reprenait avec vigueur dans le jardin, bourgeons éclatants, premières fleurs s'ouvrant timidement, insectes bourdonnant avec enthousiasme, Urez reçut un appel qui allait, une fois de plus, changer le cours de son existence. C'était le maire, celui-là même qui avait remis la médaille au jardin quelques mois plus tôt. Il souhaitait la rencontrer pour discuter d'un projet qui lui tenait à cœur, la création d'un poste de conseillère en initiative citoyenne au sein de la mairie. Quelqu'un qui pourrait aider à reproduire l'expérience de Belleville dans d'autres quartiers, qui servirait de pont entre les habitants et l'administration, qui guiderait les projets similaires à travers les méandres bureaucratiques. « J'ai immédiatement pensé à vous, madame, » conclut-il. « Votre expérience pratique,
votre capacité à rassembler les gens, votre connaissance du terrain. Vous êtes la personne idéale. » Urez resta silencieuse un long moment après cette proposition. À 72 ans, l'idée d'entamer une nouvelle carrière professionnelle semblait absurde. Et pourtant, l'opportunité de partager ce qu'elle avait appris, d'aider d'autres communautés à se reconstruire, était terriblement séduisante. « Puis-je y réfléchir ?» demanda-t-elle finalement. « C'est une décision importante. » Le maire lui accorda tout le temps nécessaire, comprenant la portée de sa demande. Ce soir-là, Urez partagea un dîner avec Victor dans son petit appartement. Elle lui raconta la proposition du maire, ses hésitations, ses doutes. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle, valorisant son avis comme elle avait appris à le faire au cours de ces mois de relations renouvelées. Victor prit le temps de réfléchir, sirotant son verre de vin rouge. « Je pense, dit-il finalement, que tu serais extraordinaire dans ce rôle. Tu as une sagesse pratique que beaucoup de théoriciens du développement urbain n'ont pas. Tu sais comment impliquer les gens, comment transformer un projet individuel en mouvement collectif. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Mais la vraie question est-ce que cela te rendrait heureuse? Est-ce l'aventure que tu veux vivre à cette étape de ta vie ?» Urez contempla ces questions, laissant leur profondeur résonner en elle. Que voulait-elle vraiment? Après avoir consacré tant d'années aux autres, son mari, le jardin, la communauté, quel était son désir propre? « Je crois, dit-elle lentement, que j'aimerais essayer. Pas à temps plein peut-être, mais je pourrais partager ce que j'ai appris, aider d'autres quartiers à retrouver cette forme de vie commune que nous avons redécouverte ici. » Victor sourit, reconnaissant dans cette réponse l'essence même de la femme qu'il aimait. Généreuse, pragmatique, courageuse. « Alors c'est décidé, » dit-il en levant son verre pour trinquer. « À la nouvelle conseillère en initiative citoyenne de Paris. » Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Urez accepta le poste, mais à ses conditions. Travail à temps partiel, liberté d'action, absence de contraintes administratives trop rigides. Le maire, comprenant la valeur de sa contribution, accepta ces termes sans hésitation. Son rôle l'amenait à parcourir Paris, visitant des quartiers défavorisés, des cités isolées, des zones urbaines, en déshérence. Partout, elle écoutait. Les habitants identifiaient les besoins spécifiques, les ressources disponibles, les dynamiques sociales existantes. Puis elle guidait, conseillait, mettait en relation, toujours avec cette approche non directive qui avait fait le succès du jardin de Belleville. Certains projets échouaient, bien sûr. D'autres prenaient des formes inattendues, très différentes du modèle original. Mais progressivement, à travers la ville, des espaces abandonnés se transformaient en lieux de vie collective. Des communautés se reconstituaient autour d'objectifs partagés. Des liens se tissaient entre des personnes que tout semblait séparer. Pendant ce temps, Victor avait terminé son livre. Intitulé « Racines urbaines », Comment un jardin a ressuscité une communauté, l'ouvrage connut un succès surprenant, touchant un public bien au-delà des cercles habituels de l'urbanisme ou de l'écologie. Traduit en plusieurs langues, il devint une référence pour les mouvements citoyens du monde entier. La relation entre Urez et Victor s'approfondissait avec le temps. Ils avaient trouvé un équilibre délicat entre indépendance et partage, chacun respectant l'espace et les passions de l'autre tout en construisant une vie commune enrichissante. Ils voyageaient occasionnellement, découvrant d'autres jardins, communautaires en Europe, partageant leur expérience lors de conférences ou de rencontres informelles. Le jardin de Belleville, pendant ce temps, continuait d'évoluer. La génération des adolescents, comme Sago et Xavier, prenait progressivement le relais de la gestion quotidienne. Ils apportaient des idées nouvelles, des techniques innovantes, une vision parfois différente de celle des fondateurs. Wéline, maintenant préadolescente, avait formé un club nature qui initiait les plus jeunes à l'observation de la biodiversité urbaine. Un dimanche de printemps, 2 ans après la création du jardin, une grande fête fut organisée pour célébrer cet anniversaire.
Des centaines de personnes se pressaient dans l'espace désormais luxuriant, admirant les arbres fruitiers en fleurs, les bacs débordant de légumes précoces, les installations artistiques créées par les habitants. Des délégations venues d'autres jardins communautaires de Paris et d'ailleurs étaient présentes, échangeant des idées, des graines, des contacts. Des élus locaux, des journalistes, des universitaires se mêlaient aux habitants du quartier, dans une atmosphère de célébration joyeuse. Au milieu de cette effervescence, Urèse se tenait légèrement en retrait, observant avec émotion ce qu'elle avait contribué à créer. Victor la rejoignit, glissant doucement sa main dans la sienne. « Tu es fier ?» demanda-t-il, suivant son regard qui embrassait la scène animée. « Pas exactement fier », répondit-elle après un moment de réflexion. « Reconnaissante plutôt. Reconnaissante d'avoir pu participer à cette aventure, d'avoir vu tant de beauté émerger de ce qui était abandonné. » Elle désigna d'un geste un groupe d'enfants qui couraient entre les bacs poursuivant un papillon. « Regarde-les. Ils grandissent en sachant que la transformation est possible, que les efforts collectifs peuvent créer quelque chose de beau, que la nature a sa place même au cœur du béton. C'est peut-être ça notre plus belle réussite. » Victor hocha la tête, comprenant profondément ce qu'elle exprimait. Ensemble, ils observèrent la vie qui pulsait dans ce jardin né de la volonté d'une femme de 70 ans qui avait refusé de se résigner à la solitude et à l'indifférence. Un matin d'automne, alors que les feuilles commençaient à se teinter d'or et de rouge, Urèse sirotait son thé sous un arbre qu'elle avait planté de ses propres mains, quand elle entendit quelque chose qui fit battre son cœur plus fort, des rires, des dizaines d'enfants riant et courant à travers les sentiers du jardin, leur joie résonnant contre les murs des immeubles qui avaient oublié à quoi ressemblait l'espérance. Elle sourit pour elle-même et murmura « Maintenant, je peux me reposer et fleurir. Félicitations ! Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne. »